Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Laurette Onkelings, chef de groupe à la Chambre, donc Parlement fédéral, mais également présidente de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste. Il y a trop de voitures de société en Belgique? Il y a trop de pollution et notre humanité est en danger. Donc, des plus grands spécialistes du monde, relayés par les hommes et les femmes qui ont le plus de poids dans le monde, nous disent si d'ici 5 ans, on n'a pas entamé une transition économique, on va droit dans le mur, c'est notre humanité qui est en danger. Dès lors, il faut tout faire, à quelque niveau de pouvoir où l'on se trouve, pour améliorer les choses. Ici à Bruxelles, c'est notamment soutenir les transports en commun, soutenir le vélo. Au niveau fédéral, c'est en matière fiscale, ne pas soutenir ce qui est polluant. Ouais. Et dans ce cadre-là, le système actuel des voitures de société doit être complètement revu. On peut donner des avantages salariés aux travailleurs sans leur donner cet avantage. On a déjà eu ce débat en 2011-2012, hein, si mes souvenirs sont bons. Vous savez aussi que c'est un peu un tabou et que c'est perçu par beaucoup de salariés, notamment dans le secteur privé, comme un complément de salaire et que c'est très difficile et pas du tout populaire d'y toucher. Pourquoi est-ce que vous l'envisagez? Alors d'abord, un responsable doit être courageux. Il faut qu'il puisse donner des idées qui ne sont pas nécessairement applaudies unanimement. C'est-à-dire que les salariés vont récupérer quelque part ailleurs ce qu'ils vont perdre avec la voiture de société. Il n'est pas question, si vous avez une voiture de société, il n'est pas question de vous l'enlever et puis point barre. Non, il faut que l'avantage salarial que vous avez se reporte autrement. Autrement dit, il faut garder tous vos avantages, mais ceux-ci sont réorientés. Oui, ça veut dire que c'est un débat qui devrait avoir lieu dans le tax shift. Quand on parle du tax shift au niveau fédéral? On va beaucoup parler d'urgence climatique dans les prochaines semaines. On va bientôt avoir la conférence. C'est la défense de l'environnement et donc de l'humanité. Ouais. Si on supprime des voitures, parce que ce sont les voitures qui sont polluantes, on les remplace par quoi? Par des transports en commun qui ne sont pas super performants ni développés, par des voitures particulières. C'est Uber à Bruxelles, c'est ça le modèle? Alors, le modèle, c'est le maximum vers les transports publics. Ça, c'est clair. Investir. Vers la modification aussi de l'économie pour avoir une économie plus locale. Je ne rentre pas dans les détails. Mais par exemple, à Bruxelles, moi, je me suis battue pour avoir le métro. Et donc, tout ça est en cours. On se bat pour avoir une augmentation des trams, des bus, et c'est normal. Mais à côté de ça, il y a un grand débat sur les taxis, on le sait. Le PS a été contre Uber. Et nous avons gagné, puisque la justice a donné tort à Uber. Oui, l'accord de gouvernement prévoit quand même un plan taxi, et Pascal il y a un grand il n'est débat. pas tout à fait et je vous dirais, contre Uber. Voilà, effectivement, il y a un grand débat. Les taxis. Moi, je pense que nous avons un secteur des taxis qui est très bien, mais qui doit se moderniser. Clairement, ils doivent pouvoir offrir les services qui semblent tellement avantageux aux particuliers. Voilà. Donc, le secteur des taxis doit se moderniser. Mais par contre, proposer qu'on mette tout en concurrence et qu'à côté du secteur de taxi, tout le monde puisse un peu faire taxi, mais d'abord, je pense que cette libéralisation-là n'est pas bonne pour personne, mais entre autres, pour ce qui concerne la défense de l'espace public, pour la lutte contre la pollution par le bruit, la pollution atmosphérique, pour la lutte contre les embouteillages dans tous les sens à Bruxelles, ce serait une catastrophe. Ça veut dire que vous êtes en train de demander à Pascal Smet de mettre la pédale sur le frein dans la libéralisation de ce secteur des voitures partagées. Ça veut dire que le gouvernement bruxellois va devoir trancher, que ce ne sera pas simple, parce que les positions ne sont pas nécessairement les mêmes. Les socialistes flamands et les socialistes francophones ne sont pas sur la même longueur d'onde. Vous ne partagez pas la même voiture. À ce niveau-là, nous ne partageons pas nécessairement les mêmes priorités. Ouais, cette sortie sur les modes de mobilité et l'environnement, il n'y a pas par hasard. Il y a le sommet climat à Paris bientôt. Ce sera aussi le chantier des idées du PS cette semaine. Il y a un congrès dans une semaine. Est-ce que vous êtes en train congrès ce samedi matin. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de mettre du vert dans le rouge? Non, vous savez, moi j'étais en 92 à la première. Vous ne vous dites pas, il y a un réservoir de voix du côté des écologistes? Non. Mon Dieu, si on résumait à chaque fois, dès qu'on se préoccupe de quelque chose, c'est parce que vous draguez ici ou là, ça devient un petit peu ridicule, si vous me permettez. Non, écoutez, j'étais à Rio pour négocier la première grande conférence climat et de défense de la biodiversité. C'est une socialiste qui a lancé tout le thème du développement durable. Et tant mieux, les écologistes ont beaucoup travaillé sur le sujet. Super, ce sont des partenaires. Je pense simplement que
quels que soient les partis, les dernières années, on a beaucoup travaillé dans le court terme, dans les petits pas, et que, vu les dangers, on doit maintenant faire un bouleversement de nos modes de vie. Et il faut l'assumer, l'accepter. Ça peut être des bouleversements qui rendent peut-être les gens plus heureux. Oui, ça veut dire qu'on va pouvoir parler de décroissance, de réduction du temps de travail. Ça sera dans le prochain programme. Mais ça, pour la croissance, qu'on le veuille ou non, tous les économistes disent que la croissance était une nouvelle idée du XVIIIe siècle. Mais maintenant, on vérifie que la révolution numérique, on est dans une nouvelle société qui apporte énormément en termes d'outils numériques. Les ordinateurs prennent de plus en plus de place. Et des études d'Oxford nous disent que ça nous prend 47% des emplois. Donc il faut bien se mettre cela en tête. Dès lors, dans ce cadre-là, il n'y a pas de croissance, puisque y compris la révolution numérique n'est pas porteuse d'énormément de nouveaux emplois. Donc on est dans une situation sur lesquels on n'a pas eu l'habitude d'entendre le Parti socialiste ou les socialistes de manière générale. La décroissance, c'est un petit peu le cheval de bataille des écologistes d'habitude. Non, les écolos disent il faut une décroissance. Nous constatons que la révolution numérique n'est pas porteuse d'emplois. Et que dès lors, il faut faire des choix. Par exemple, en termes d'emploi, comme on sait qu'on va vers un monde avec moins d'emplois. Alors, les uns disent « Ah, ben, c'est pas grave, on va faire l'allocation universelle, c'est pas mon trip ». Moi, je pense plutôt que nous devons travailler pour partager le travail, une grande réduction collective du temps de travail. Et sur ce sujet, le Parti socialiste a déjà fait beaucoup de propositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va aller vers les 35 heures à la française? Ça doit être quelque chose qui est beaucoup plus flexible que ça, en ce sens que, quand vous parlez des 35 heures, dans certains secteurs, ici en Belgique, ils sont déjà en dessous. Donc ça doit dépendre des secteurs, de la négociation, mais nous devons, comme stratégie par rapport au travail, à l'emploi, au numérique, aller vers une réduction du temps de travail, oui. Ce sera dans le prochain programme du Parti socialiste? Ah, je me battrai pour ça dans le chantier des idées. Ouais, et on pourra faire campagne, quand on est socialiste, sur ces questions-là? Ah ben bien sûr, partager, que si vous remontez partager le bien-être, partager l'emploi, ça fait partie des valeurs du Parti socialiste. Donc si vous remontez dans un gouvernement fédéral, parce que quand on est dans l'opposition, c'est plus facile de débattre d'idées, quand on est une majorité, il faut les appliquer, ça ferait partie des choses que vous pourriez mettre sur la table pour entrer dans un gouvernement fédéral? De nouveau, vous dites ça, mais le Parti socialiste est dans les gouvernements régionaux, et pour le moment, à Bruxelles, mais le temps de travail, ça reste une matière fédérale. Non, mais pour les transports, on se bat ici, maintenant, dans la majorité, à Bruxelles. Et pour le temps de travail, ça fera partie de nos revendications. Alors, le parc Maximilien, dans l'actualité, 340 personnes ont trouvé refuge cette nuit dans le bâtiment du WTC. Les tentes sont en train d'être démontées. Est-ce qu'on est en train doucement d'aller vers une normalisation? Et est-ce qu'on la doit à Charles Michel, le Premier ministre? Alors moi, je revendique que le bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayer, toutes les associations, plateformes citoyennes, mais aussi toutes les autres associations ont eu raison. D'abord, un grand coup de chapeau, je les ai reçus, plateformes citoyennes, ce sont souvent des jeunes, vous en avez reçus, qui ont donné de leur temps libre, de leur congé annuel pour s'occuper des sans-papiers et des réfugiés. Génial, c'est vraiment extraordinaire, c'est une image de la jeunesse magnifique. On est en crise. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral et M. Franken refusent de prendre les bonnes décisions. Dès lors, les autorités de la ville de Bruxelles, les autorités régionales, les associations, la plateforme ont dit « ça suffit ». Et ils ont mis finalement le gouvernement fédéral face à ses responsabilités. Et donc ils disent « j'en n'en sais rien, ça dépendra du gouvernement fédéral ». On est à l'aube d'un week-end. De nouveau, l'Office des étrangers est fermé et dès lors, de nouveau, il va y avoir un afflux. Des fils qui vont s'allonger. Ouais. Exactement. Donc les réfugiés qui vont tenir le statut vont rester en Belgique. On se doute bien qu'il y en a une grande partie qui va rester à Bruxelles. Est-ce qu'ils auront le droit à un parcours d'intégration à Bruxelles? Moi, je plaide pour ça. Ouais. Donc je plaide auprès du gouvernement régional. C'est ce que vous avez dit dans la Libre Belgique ce matin. Oui, absolument. On sait malgré tout que pour l'instant, le parcours d'intégration, qu'on appelle parcours d'accueil à Bruxelles, c'est juste 2 bureaux à titre expérimental. Ça ne va pas du tout suffire. Est-ce qu'il faut vraiment le rendre obligatoire et donc débloquer beaucoup plus de moyens? Et si on le fait, ce sera pour l'année prochaine, pendant 2 ans, pendant 10 ans? Alors, je le crois. Je crois que c'est absolument indispensable de faire un parcours obligatoire, non seulement pour les langues, mais aussi pour la citoyenneté. C'est une façon aussi de dire... Donc les deux sont obligatoires, les langues et la citoyenneté. C'est ce que je plaide, ce qui permet aussi de vraiment travailler la main tendue avec les réfugiés qui arrivent ici pour qu'ils s'installent et qu'ils puissent être pleinement citoyens. Donc je trouve que c'est très positif. Simplement, ça demande des moyens budgétaires.
Vous savez, à Bruxelles, il y a environ 15 000 nouveaux primo-arrivants par an. C'est quand même beaucoup, donc ça demande... Donc ce que disait le gouvernement bruxellois jusqu'à présent, c'est qu'il n'a pas les moyens de le rendre obligatoire. Donc il va aller trouver ses moyens Je pense qu'il faut d'abord décider que ça doit être obligatoire en termes de langue, en termes de citoyenneté, et puis faire un plan, peut-être sur quelques années, pour que tout le monde puisse en profiter. Donc ce ne sera pas obligatoire en 2016 ou 2017. Mais vous pouvez très bien décider de l'obligation et puis voir comment gérer en quelque sorte les cohortes. Oui. Dans une semaine, rentrée parlementaire, oui. Il y a eu des réunions de commission au Parlement fédéral, mais pas encore de séance plénière. Vos relations avec la majorité se sont apaisées ou pas du tout? Bon, ça dépend. Quand la NVA impose son empreinte qui est à la limite de l'extrême droite en termes de valeurs, ses projets extrêmement injustes pour celles et ceux qui travaillent ou pour les allocataires sociaux, je continuerai à avoir un débat parfois même crispé. Par contre, il y a d'autres débats où on peut s'entendre. Je crois que l'opposition doit être en même temps dans la défense de ses valeurs, en même temps en résistance contre des projets socio-économiques qui sont mauvais pour les gens, puis en même temps à l'alternative, en train de faire des propositions et d'essayer d'avoir des accords, y compris avec la majorité, pour défendre ces propositions. Quand vous dites la NVA, la limite de l'extrême droite, ça veut dire que vous percevez toujours le parti de Bart De Wever comme une menace pour la Maison Belgique? Oui, bien entendu, je pense qu'ils sont ça en tête. Est-ce que Charles Michel a les moyens de résister à cette menace? Il ne le fait pas. Ouais. Il le sait, il est parfois de bonne volonté, mais il est quand complètement sous emprise. Sur la crise des réfugiés, allez, il intervient, quand il tient un discours aux Nations Unies. Ah ben, c'est très bien qu'il tienne des discours aux Nations Unies, évidemment. Ouais. Sur la crise des réfugiés, il a un petit peu corrigé le tir de Sur la Franken. crise des réfugiés, il a fait, je ne sais pas, moins 2 réunions avec la ville de Bruxelles. Très bonnes réunions, ils prennent des bonnes décisions. Il revient dans son gouvernement, la NVA lui tape sur les mains, c'est terminé, il fait marche arrière. Regardez aussi, l'empreinte de la NVA, c'est aussi une flamandisation de l'État. Par exemple... C'est ce que vous avez dit hier soir à l'RTBF. Exactement. Ouais. Dans les soins de santé, plus aucun comité présidé par un francophone. Et puis c'est aussi, ça intéresse Bruxelles. Ça a un impact sur la gestion des soins de santé? Bien entendu. C'est quand même un domaine éminemment fragile en la matière. Mais pour ce qui concerne Bruxelles, 125 millions, c'est Belliris, qui doit développer des projets pour que tout le monde en profite, dans tous les quartiers de Bruxelles. C'est ce qui finance tous les grands travaux à Bruxelles. Exactement. J'étais présidente de Belliris pendant des années. On a fait des accords année après année. Cette année 2015, toujours pas d'accord. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté de M. Reinders, je ne le mets pas en cause. Il est bloqué par la NVA. Donc non, il y a un vrai problème. C'est la NVA qui bloque Belliris. Évidemment. Ouais. Le 7 octobre, manifestation des syndicats. Oui. Les socialistes seront aux côtés des syndicats? C'est une évidence. Les syndicats vont notamment en front uni dire que les propositions du gouvernement fédéral sont toutes pour les profits des entreprises sans contrepartie et par contre qu'ils fragilisent celles et ceux qui travaillent ou les pensionnés ou les allocataires sociaux. Donc nous allons le dire. On a le sentiment quand même que la contestation sociale et un petit peu politique s'essouffle, ou en tout cas qu'elle a pris d'autres formes. Je crois qu'elle a pris d'autres formes. Je crois qu'il y a pris d'autres formes. Regardez, notamment les jeunes, regardez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de contestations à travers des pétitions, des forums de discussion. Il y a aussi la rue, mais je veux dire, ça c'est la démocratie participative, elle se transforme. Alors, une dernière question. On a vu des parlementaires wallons s'interroger sur le sens de la fédération Wallonie-Bruxelles. On voit bien que les régions prennent de plus en plus de place. Hier soir à l'RTBF, vous avez laissé entendre qu'on pouvait réformer la fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire que ce lien entre Wallons et Bruxellois n'est plus intouchable? Alors, ce lien est très très important. Donc, je suis pour un lien fort entre francophones de Wallonie et de Bruxelles. Mais par contre, l'institution en tant que telle, que ce soit la fédération, que ce soit par exemple nos institutions communautaires à Bruxelles comme la COCOF, ce sont des institutions qui n'ont pas de pouvoir fiscal, elles n'ont pas de recettes. Et donc, ce qu'elles gèrent, mais c'est quand même très important, c'est tout l'enseignement, c'est l'enfance, c'est la jeunesse, ce sont les personnes handicapées. À chaque fois, c'est la croix et les bannières parce qu'elles ne trouvent pas de moyens financiers. Alors on transfère ces compétences-là vers les régions? Je pense qu'il faut retravailler la solidarité autrement, qu'il faut un poids plus fort des régions qui, elles,
ont les épaules plus larges pour ces matières très importantes. Ça veut dire qu'on peut avoir un enseignement wallon et un enseignement bruxellois? Non, tout en maintenant la solidarité, mais dans une autre forme. C'est-à-dire quoi? C'est Il faut peut-être, en qui quelque va sorte, remplacer la fédération ou la communauté? Voilà, mais tout en étant qu'il faut une solidarité très forte. Et donc c'est une coupole, ce sera plus tout à fait un gouvernement, ce sera moins de pouvoir. Je n'ai pas dit ça, je ne suis pas en train de décrire ce que ça doit être. Je dis simplement qu'en l'état actuel, malheureusement, les compétences gérées par ces institutions de type communautaire ont du mal parce qu'elles ne peuvent faire que des restrictions de dépenses, donc c'est toujours moins. Vous avez été ministre-présidente de la communauté française. Donc j'en sais quelque chose. Ça veut dire que vous avez fait le constat, ou vous êtes en train de faire le constat qu'elle ne non, je l'ai fait déjà à l'époque. Plus à ce quoi elle devrait servir. Je l'ai fait déjà à l'époque parce que je sentais bien qu'on ne pouvait aller que dans des économies. Et ça ne va pas. Ce sont des secteurs trop importants pour notre avenir. Merci Loreton Collings d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve nous demain à partir de 13h pour les experts et Yvan Mayer et Philippe Pivin seront nos invités.